On est parti, bienvenue à tous dans le podcast Au-delà des entraînements, j'espère que tout le monde va bien. Merci bien sûr à tout le monde pour l'écoute, tous ceux qui sont présents, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Merci à tous pour le soutien. Écoutez est déjà un très gros soutien. Les vues continuent encore une fois de monter sous le précédent podcast, donc c'est vraiment cool. Les gens l'écoutent à la sortie ou des fois un peu plus après, en soi il n'y a pas trop de problème. L'important c'est qu'ils puissent être écoutés bien sûr et qu'ils puissent aider un maximum de monde. Si tu es sur Spotify, je t'invite à mettre les 5 étoiles si jamais ce n'est pas encore le cas. Me dire aussi ce que tu en as pensé. Des fois, je laisse par exemple des sondages sous le podcast pour que tu puisses y répondre et que je puisse voir un peu ce que les gens en ont pensé selon les questions que j'ai posées. Et également la possibilité de me mettre un peu ce que tu en as pensé en soi, en plus du sondage du podcast, bien sûr. Si tu es sur YouTube, tu sais bien, tu as le petit pouce bleu pour donner de la force, l'abonnement si jamais tu n'es pas abonné, le commentaire pour me dire un peu ce que tu en as pensé, si tu as des questions aussi également. Et voilà, bien sûr, n'hésite pas à interagir et c'est toujours un plaisir. Je viendrai toujours répondre et voir un peu ce qui a été mis. Et si jamais les questions viennent comme d'habitude, cette fois-ci, enfin, pas comme d'habitude, mais en tout cas cette fois-ci intégralement de Instagram. Sur Instagram, tu peux me suivre, FLOWPTR, donc FlowPTR, @FLOWPTR sur Instagram. C'est là que je pose la boîte à questions généralement, après la sortie du podcast, quelques jours après, pour pouvoir en fait prendre les questions, regarder un peu pour y réfléchir si j'ai besoin bien sûr aux questions et pouvoir y répondre bien sûr dans le podcast, puisque c'est un peu le but du podcast. Donc tout vient de Instagram. Donc suis-moi sur Instagram, c'est là que je partage quasiment quotidiennement tout ma vie en général, les entraînements, etc. Et c'est au jour le jour comparé au podcast qui sort des fois une semaine après ou du moins après les questions. Et si jamais tu es sur YouTube et me suis principalement pour le podcast, tu as également la partie, on va dire, un peu plus vlog, où là actuellement je vlog plus la mini-cut, la prépa si bien sûr il y a prépa, ou alors même voilà, vlog en général. Je vais essayer de filmer le plus possible, essayer de sortir une vidéo, peut-être pas une par semaine, mais au moins qu'il y en ait au moins deux par mois, ça serait vraiment bien pour toujours garder un petit rythme, surtout même quand la prise de masse recommencera. Donc si jamais, voilà, pas de un petit spoil, on va dire, mais pas un énorme spoil, juste pour que tu saches si jamais le format vlog aussi est possible sur la plateforme en gros YouTube, cette plateforme-là. Mais je mettrai de toute façon les dernières vidéos à la fin du podcast. La possibilité de mettre des vidéos pour cliquer dessus et je les mettrai bien sûr si jamais à la fin du podcast. Si c'est sur YouTube, si c'est sur Spotify, ça va être compliqué d'aller voir. Mais en tout cas, si tu es sur YouTube, c'est possible. Merci encore du coup pour l'écoute, bien sûr. Merci d'être là. On va commencer directement par les questions. Je ne sais pas exactement combien il y a de questions, je n'ai pas compté, mais en tout cas, je sais les questions auxquelles je vais répondre. Donc, je vais prendre le temps de répondre à chaque question. Le dernier podcast était assez long. Je ne sais pas si celui-là sera aussi long. Il y a des questions auxquelles je peux rentrer dans les détails, mais peut-être pas autant que les dernières. Donc, je vais regarder ça. On va y répondre ensemble. Enfin, je vais y répondre et on va écouter ça ensemble. Alors, je ne les ai pas triés dans un ordre particulier pour faire, je sais pas moi, du référencement, être certain que les meilleures questions arrivent à la fin, etc. Je vais les prendre dans l'ordre et je vais y répondre au fur et à mesure. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel que de s'amuser à les déplacer, etc. Donc, la première question, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans le body et pas dans la force ou une autre spécialité? Je pourrais répondre à cette question assez facilement et simplement, c'est la passion. Il n'y a aucun autre sport ou un autre domaine qui m'intéresse autant que le bodybuilding. Et c'est vraiment quelque chose où je me suis spécialisé parce que en fait, j'ai énormément envie d'apprendre dans ce domaine. Enfin, j'ai eu et j'ai encore envie d'apprendre énormément dans ce domaine. Et il y a énormément de choses à apprendre. Et quand on est passionné par un sport ou par un domaine en général, on a envie de creuser ce domaine-là encore plus et de vraiment d'y aller à fond. Et je suis un peu de ces personnes-là qui, s'il y a quelque chose qui me plaît vraiment, j'y vais vraiment à fond dedans et je donne le maximum pour ce domaine-là. Donc, comme par exemple le bodybuilding, donc que ce soit en termes de compétition, que ce soit en termes de podcast pour aider les personnes, que ce soit en termes de suivi et de coaching pour les personnes qui travaillent avec moi pour progresser. C'est vraiment un domaine un domaine de passion et j'aime énormément, énormément ce domaine. Et voilà pourquoi en fait je me suis vraiment spécialisé là-dedans parce que tout simplement la force, c'est bien, mais enfin, j'en ai jamais fait, ça m'intéresse pas. Et je vois pas d'autres domaines ou d'autres spécialités qui m'intéresseraient plus que le bodybuilding et tout ce que ça englobe. Donc pas vraiment le fitness ou la musculation, mais réellement le bodybuilding. Donc avoir intégrer un vrai lifestyle sans forcément en fait faire de la compétition. Il y a des personnes qui auront un vrai lifestyle bodybuilding, donc ça veut dire ben, faire attention à leur santé, faire attention à ce qu'elles mangent, chercher à optimiser au maximum leur sommeil, chercher à s'entraîner fort, chercher à avoir une routine d'entraînement qui est optimisée également, faire un peu passer ça au fait en priorité, hein, parce qu'au final quand tu es vraiment dans le bodybuilding, tu te rends compte que
ben, cette partie-là priorise un peu ton travail ou ce que tu fais en général. Si tu travailles bien sûr en tant que, par exemple, salarié ou autre chose, peu importe, hein, en fait, que tu sois même un patron, mais d'un autre domaine, si tu peux vivre de ça et travailler de ça, c'est différent. Mais quand tu ne vis pas forcément de ça, tu te rends compte que ça prend une place énorme. Donc les personnes vraiment qui potentiellement ne peuvent pas faire de compétition, mais vraiment juste veulent avoir un lifestyle bodybuilding, donc vraiment ne pas se trouver d'excuses, se donner des moyens, faire les steps quand il faut faire les steps, faire les mini-cuts quand il faut faire les mini-cuts, avoir faim quand il faut avoir faim. Voilà, même si progressivement, quand vraiment tu donnes à fond, tu as quand même envie de montrer ça sur scène, mais il y a certaines personnes qui ne montreront jamais sur scène et pour autant sont des bons bodybuilders juste simplement parce qu'ils ont un bon lifestyle, une bonne routine et ils font en sorte de progresser. Voilà pourquoi ce domaine du bodybuilding, parce que je veux pouvoir faire en sorte que un maximum de personnes puissent avoir une bonne routine, avoir une bonne hygiène de vie, progresser, avoir un bon physique. Donc voilà pourquoi principalement le bodybuilding. Ensuite, la question suivante, c'est le 3x3, 5x5. Tout le monde me dit de prendre en force sur les exos de base, mais j'aime pas ce format. Alors, si la question a été posée d'un point de vue musculation bodybuilding, pas d'un point de vue de force, hein, là je pourrais pas forcément t'aider ou vraiment te guider, mais d'un point de vue bodybuilding, 3x3, 5x5, je pense pas que ce soit une bonne méthode. En gros, selon moi, il y a plusieurs choses. Si je parle d'un point de vue prendre uniquement de la force et pas forcément développer ton physique, comme par exemple certains powers, on voit des powers par exemple qui ont environ 60 kilos, n'ont pas forcément un physique énormément balèze au final, tu vois, enfin je veux dire vraiment comme un bodybuilder et pourtant ont des charges bien plus lourdes parce que ils ont justement une connexion nerveuse et un skills parce que souvent pousser des poids comme ça, avec un poids du corps comme ça, c'est aussi et surtout tout un art au final, toute une manière de faire. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste bêtement tirer la barre. Il y a vraiment plein de hooks à avoir et plein de bonnes choses. Enfin, vraiment des choses à débloquer plutôt, pas des hooks à débloquer. Donc c'est différent. Maintenant, c'est d'un point de vue hypertrophie et bodybuilding, le meilleur moyen de prendre de la force sur des exos de base ou même sur des exos en général, c'est de manger, de pousser, de se reposer. Ok ? Manger, pousser, se reposer. Tu manges. Tu vas faire monter ton body fat, tu fais monter ton poids, tu deviens plus fort sur les exercices, tu valides semaine après semaine ou du moins, enfin, dès que tu peux valider des répétitions en plus, du poids en plus et progressivement, tes connexions nerveuses sont de mieux en mieux, tu fais de plus en plus de muscles et automatiquement, si tu fais du muscle, tu es capable de pousser lourd, c'est normal puisque évidemment, voilà, en parlant d'hypertrophie, forcément, si tu crées du muscle, tu vas aussi créer la possibilité de pousser ou tirer plus lourd. Donc c'est aussi simple que ça. Si tu veux progresser sur des exos de base et que tu es dans le domaine du bodybuilding, si c'est à tes débuts par exemple, je ne conseille pas forcément des exos de base au début. Cherche à progresser sur des exos pas obligatoirement un développé couché par exemple. Essaye de progresser d'abord sur un développé couché mais par exemple à la Smith ou sur une machine, etc. Ça va te permettre d'être plus stable, ça va te permettre de créer plus de connexions nerveuses, ça va te permettre aussi d'être plus fort plus rapidement parce que tu n'auras pas tout ce facteur gainage qui peut être un peu plus contraignant. Et une fois que tu as passé quelques années, que tu es devenu fort, que tu as un physique qui commence à devenir solide, un bon body fat, une bonne stabilité sur les mouvements parce que tu as un bon body fat par exemple, donc du moins tu as déjà bien avancé dans la pratique, alors là, ça pourrait être intéressant de se rapprocher de certains exos de base comme voilà, que ce soit par exemple un développé couché, un squat libre, etc. Même si je ne suis pas forcément fan et je mets très très rarement ça dans les progs, voire jamais, parce que le but reste l'hypertrophie et donc du coup de maximiser réellement l'hypertrophie sans avoir de facteurs extérieurs dérangeants, problématiques, comme le gainage ou l'instabilité. Tu prends un hack squat si tu es dans ta salle et tu prends un squat libre. Souvent, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un mouvement qui est vraiment à fond dans les quads comme un hack squat sur un squat qui va être à fond dans les quads comparé à un hack squat plutôt, tu vois. Et ben c'est un peu la même chose. C'est comme voilà, un développé épaule libre, c'est bien quand tu commences à avoir de l'expérience, mais si tu peux rester sur des machines ou une Smith par exemple, ça reste quand même aussi beaucoup plus intéressant. Une nouvelle fois d'un point de vue hypertrophie, hein, on parle vraiment de bodybuilding et d'hypertrophie, donc ça veut dire faire en sorte que tu très peu, voire pas du tout de facteurs limitants autres que le muscle que tu souhaites cibler. Okay, sur un hack squat, si tu fais correctement ton mouvement, que tu gères correctement ton souffle, ton facteur limitant, c'est censé être les quads. Okay, ça peut être ton souffle, mais c'est ton souffle, c'est que tu gères mal ton souffle. Donc ça, c'est à revoir. Sur un développé couché, par exemple, à la Smith, ton facteur limitant, c'est censé être tes pecs. Tu ne peux plus pousser avec tes pecs. C'est pas censé être tes triceps, tes coudes ou alors tes épaules. Ou alors il y a des douleurs, mais etc. Ça, c'est vraiment censé être les pecs. Enfin voilà.
l'exercice ou la machine, bref, en général, est censé avoir comme facteur hypertrophie, comme facteur limitant, pardon, ton muscle, le muscle que tu souhaites cibler. Et c'est vraiment ça qui doit être le plus important et ce que tu dois cibler quand tu choisis un exercice. Et pourquoi le 3x3 et 5x5 n'est pas forcément top pour prendre en force, parce que tu vas te limiter aussi. Tu vois, c'est comme le 4x12. Tu vas faire 3x3. Ok, 3 séries, 3 répétitions. Donc, tu vas mettre un poids, tu vas faire 3 reps. Mais ça se trouve, tu en as 5, tu en as 6, tu en as 7. Tu vois. Et ça, en fait, le problème, c'est que le muscle ne s'adapte pas. Parce que si tu files toujours la même chose à faire, c'est comme au final, tes mollets. Ils interviennent dans la marche, mais tu ne grossis pas des mollets quand tu vas marcher. Même si tu fais 20K, même si tu fais je ne sais pas combien de pas, c'est un peu la même chose. Les mollets, ils ont l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de ton poids, ils ont l'habitude de tout ça. Le seul moment où tes mollets peuvent grossir, et tu t'en rendras compte, c'est quand tu commences à monter en prise de masse. Parce que là, tes mollets commencent à compenser plus de poids du corps. Même si, bon, tu ne prends pas 1 kilo tous les jours, mais ils commencent à compenser plus de poids. Et là, justement, ça peut commencer à devenir, plutôt à faire réfléchir, tu vois. Ok, se dire ça. Donc, ça veut dire que le but du muscle, c'est toujours d'avoir plus de tension. Donc, ça veut dire que 3x3, si à 3, tu es à l'échec, c'est bien. Mais d'un point de vue hypertrophie, c'est pas top. La fourchette de répétition est un peu basse. Et faire que ça, c'est pas forcément une bonne chose non plus d'un point de vue récupération et d'un point de vue articulation. Donc, c'est comme se brider, comme j'ai pu dire sur le 4x12. Les gens qui font ça depuis 7 ans, ils ont rarement des résultats. Naturel ou non. Parce qu'au final, tu es là sur ton poids, 4x12. Ok, 20 kg, j'en fais 12. Mais en vrai, le mec, il en a 16. Donc déjà, il perd déjà 4 répétitions. La semaine d'après, il est toujours à ses 12. En vrai, il en aurait 17. Donc, il perd encore des répétitions, etc. etc. Et tout ça accumulé fait qu'en fait, pour tes muscles, c'est même pas une balade de santé. C'est juste une légère remise en forme, on va dire. Où, voilà. Donc, tu vas pas gagner en force, tu vas pas gagner non plus en muscle. C'est pour ça que ne jamais se brider sur vraiment des répétitions, mais plutôt viser des fourchettes de répétitions. 8-12, 12-15, 8-10, 6-9, en bref, peu importe. Mais viser des fourchettes de répétition qui font que, ok, je vais mettre un poids qui va me permettre d'être à l'échec dans cette fourchette de répétition. Si j'en ai fait 8, c'est bien. Si j'en ai fait 9, c'est bien aussi. Je suis dans cette fourchette. Si jamais à 9, je sens que je peux aller plus loin, tu vas plus loin. Ça, c'est important aussi. C'est pas se brider à tout prix sur j'arrive à 9, j'en peux plus. Non. Tu vas chercher plus loin si tu es capable d'en faire plus. Tant mieux pour toi. Si tu es capable d'aller en faire 12, tu sais que tu n'as pas mis assez lourd et tu pourras mettre plus lourd la semaine prochaine. Ça, c'est aussi un facteur très important. Si tu souhaites faire du muscle et que tu souhaites développer en force, cherche à toujours aller le plus loin possible dans l'effort sur ton exercice. Après, bien sûr, d'un point de vue hypertrophie et bodybuilding, encore une fois, tu seras toujours plus fort quand tu seras plus gras. Parce que qui dit plus gras aussi dit prendre plus de place sur la machine en général, plus de gras autour des articulations qui vont protéger justement les articulations et vont t'aider un peu d'avoir un aspect un peu vérin, tu vois. Tu auras toujours un soulevé de terre souvent qui sera plus fort quand tu seras un peu plus gras parce que justement les articulations sont bien aidées et tu auras moins de difficultés à tirer des charges lourdes parce que tout simplement tu vas te sentir aussi plus fort et plus paquet. Et ça aussi c'est important. Si ton objectif c'est vraiment juste de pousser lourd, néglige pas le body fat. Le but c'est pas d'être obèse non plus. Mais néglige pas le body fat en ayant un body fat trop bas si tu veux vraiment être stable et très très fort sur tes mouvements. Question suivante, une grosse perte de reps sur sa dernière série est-il un signe de junk volume? Alors déjà pour ceux qui ne savent pas du coup junk volume c'est un peu comme, tu vois le mot junk c'est comme junk food au final, c'est un volume qui est en trop. C'est un volume qui est en trop, c'est un volume de merde on va dire, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait pas être là ou du moins qui ne sera pas forcément bénéfique. Alors pour répondre à cette question-là, il me faudrait peut-être un peu plus d'infos. Est-ce que c'est sur tous les exercices? Est-ce que c'est sur un exercice en particulier? Est-ce que tu sens que ça impacte du coup ta récupération quand tu dois retourner cet exercice-là? Ou est-ce que c'est arrivé une fois sur un exo? Si c'est arrivé une fois sur un exo, ça peut être par exemple du fait que ton temps de repos n'était pas suffisant. Donc, surtout s'il y a une grosse perte de reps. Ça peut être ton setup qui était différent. C'est possible aussi. Tu arrives sur un mouvement, ta série 1 elle est bien, ta série 2 elle est 3, ta série 1 elle est bien, ta série 2 elle est bien, ta série 3 elle est pas bien. Mais ça se trouve en fait ton setup n'était pas le même. Tu étais juste légèrement un peu plus décalé, tu as tiré un peu moins ou poussé un peu moins avec le muscle sollicité. Je pense à un développé couché, tu vois. Il suffit que tu sois un peu plus en arrière de ton banc, mais que tu es déjà lancé. C'est un peu plus compliqué d'être performant dessus. Donc possible que ce soit ça aussi. Si maintenant ça arrive souvent et que il y a vraiment des grosses pertes de reps. Ça peut arriver aussi une fois une perte de reps, comme dit là. Voilà. Et ensuite, les semaines d'après,
tu restes sur ces mêmes reps là, mais tu arrives à progresser. Il y a ça aussi. En fait, il n'y a pas forcément de... Le junk volume, je le vois plutôt dans le sens où il va t'empêcher de récupérer correctement. Ça veut dire que tu as par exemple les quadriceps qui arrivent le mercredi et qui reviennent le samedi. Et tu sens par exemple que sur tu vas avoir par exemple un hack squat le mercredi, une presse linéaire aussi et un split squat et un leg extension. Et tu sens que là, tu as du coup un bon repos le jeudi, tu as un entraînement haut du corps le vendredi et tu sens que sur le samedi, une séance, 2 séances, pas qu'une séance, tu vois, tu as une séance, tu as une deuxième séance où tu sens que, ok, là, sur ma presse circulaire, par exemple, que j'ai le samedi, mon leg extension, ça va encore, il m'échauffe les quadriceps, mais sur ma presse que j'ai sur mon linéaire, circulaire, pardon, que j'ai par exemple sur le samedi, mes perfs sont un peu plus compliqués. J'arrive plus ou moins à avoir mes perfs, mais par contre, je sens que mon excentrique, elle est un peu moins contrôlée. J'ai beaucoup plus rapidement les quads qui commencent à chauffer, j'ai un peu plus de mal à gérer, etc. Là, ça peut être signe de junk volume. Et du coup, ça doit venir de la séance potentiellement qui est le mercredi. Donc là, il faut voir, par exemple, ok, bah, je supprime un set de hack squat parce que je sais que sur mon hack squat, je suis vraiment bon. Tu vois, je sais que ma première série, c'est vraiment la série qui rentabilise le set. Je m'entraîne bien, je retiens bien mon excentrique, je gère bien le changement de direction. J'ai un poids qui met une bonne tension, etc. Là, ça peut être intéressant. Maintenant, si ça arrive une fois seulement que tu es fatigué, potentiellement, ou sur tes quads, potentiellement que c'est la récup. Si ça arrive 2 fois et que ça peut être encore une fois la récup si justement si elle n'est pas bien optimisée. Tu vois, c'est pas ok, je galère sur une séance, automatiquement je vais enlever du volume. Ça, c'est trop simple. Ok, si tu as ton cadre de vie qui te permet d'avoir une bonne récupération, tu as une bonne hydratation, tu manges bien, etc. Alors là, c'est pas forcément une excuse directement pour aller baisser le volume, surtout si tu progressais bien avec ce volume un peu plus haut. Okay, donc ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que tu entends un truc que forcément ça va marcher à toi. Tu vois, c'est pas parce que y a 20 casse-steps qui servent à garder un physique bien lean que forcément toi tu vas pouvoir les faire. Ça, c'est un exemple tout bête, mais c'est ça aussi. Donc toujours adapté à ce que tu peux faire. Si ta récupération potentiellement elle n'est pas bonne, bah là oui, ça peut être intéressant de baisser le volume parce que tout simplement en fait tu as beau faire ce que tu veux mais ta récupération n'est pas forcément top parce que tu as des horaires qui font que, parce que tu as des cours, parce que tu as ça. Donc c'est pas forcément un signe de junk volume mais ça peut en faire partie si ça se reproduit trop souvent. Si justement tu perds à chaque fois des répétitions. Maintenant le truc c'est que une grosse perte de reps, une grosse perte de reps, c'est pas perdre une rep ou 2 reps. Hein. On parle de 3, 4 vraiment. Là, si ça arrive tout le temps, là, il y a un problème. Si ça arrive une fois, bon, ok. Potentiellement, tu es allé trop vite sur ton mouvement, tu as ressenti une petite gêne, une petite douleur que tu n'avais pas. Et aussi, ce que tu as senti peut-être, c'est le placement qui n'était pas bon sur ton siège, ton dossier, bref, peu importe sur l'exercice. Ça, c'est aussi ça qui peut être à prendre en compte sur une grosse perte de répétition. Question suivante, pourquoi choisir un repère de kilos par mois et non en pourcent de poids du corps pendant une prise de masse? Alors ça doit faire référence à ce que je disais de plus ou moins prendre 250 à 300 grammes par semaine, ce qui nous fait à peu près 1 kg par mois dans les derniers podcasts. Même si ça ne pas forcément à tout le monde, mais ça dépend. Je pense que ça vient de là. Alors, il y a le repère de pourcent, tu vois, le 1%. Moi, le repère grammes et poids, c'est juste beaucoup plus parlant pour la plupart des personnes, par exemple avec qui je collabore ou même pour te situer au final. Parce que des pourcents, c'est toujours un peu plus compliqué que du poids. Du poids, ça se voit. C'est vraiment sur la balance, tu vois, tu as les grammes qui montent, tu as le poids qui monte. Le pourcent, par contre, par rapport à un poids du corps, c'est beaucoup plus compliqué à matérialiser, on va dire, comparé à justement des grammes qui montent ou des poids qui montent. Donc voilà pourquoi dans le podcast, je parle principalement plutôt de poids plutôt que de pourcent, parce que c'est juste plus facile à comprendre en fait simplement. C'est pas c'est une question de ça. C'est pas forcément figé par rapport aux personnes. Hein. Je pense que la visualisation, elle est beaucoup plus simple et t'accroches plus à un plan quand tu le visualises correctement plutôt que quand juste on te le balance comme ça avec voilà, ce sera ce pourcent-là, ce pourcent-là, ce pourcent-là. Ça commence à faire un peu trop mathématique, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est un peu moins cohérent et plus problématique. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà plutôt comment je le vois à peu près. Question suivante. Salut Flo, as-tu déjà envisagé de partir vivre à l'étranger? Alors, salut, merci pour la question. Alors, oui.
Oui, largement. J'ai déjà envisagé de partir vivre à l'étranger plusieurs fois. Depuis quelques temps maintenant, surtout sur cette année-là, pour aussi découvrir d'autres choses, voir d'autres choses. C'est pour ça aussi que sur l'année 2024, que ce soit moi ou même Ophélie, on a pas mal voyagé pour aller découvrir des nouvelles salles, des nouvelles cultures plus ou moins, même si c'était jamais très très loin, mais découvrir des nouvelles personnes, voir un peu comment les salles sont équipées là-bas, voir un peu par exemple le temps, comment ça bouge, etc. Est-ce que c'est moderne, etc. Donc oui, c'est totalement une chose qui est envisagée et envisageable. Ce serait une chose totalement possible pour cette année. Maintenant, totalement sur le long terme, je ne sais pas. Totalement déménager carrément sur énormément d'années, ça c'est pas sûr. Par contre, sur un laps de temps qui est peut-être un peu plus court, on parle quand même d'années, 2-3 ans, ce serait une bonne chose pour voir un peu, comme j'ai pu dire, autre chose, d'autres personnes, de nouvelles salles de sport, de nouvelles mentalités, quelque chose axé peut-être plus bodybuilding, qui respire aussi un peu plus ce domaine-là, qui permet de découvrir aussi d'autres personnes, parce que même d'un point de vue rencontre, d'un point de vue business, etc., ça peut ouvrir pas mal de choses. Dans un domaine de création comme les podcasts, comme les vidéos YouTube, etc., c'est toujours bien de voir aussi d'autres choses, comme j'ai pu dire, tu vois, d'autres cultures, d'autres personnes qui peuvent te donner envie de filmer différemment, monter différemment, avoir une autre approche, expliquer de nouvelles choses, etc. Donc, c'est une bonne question. Et en soi, c'est totalement, et je n'ai pas de problème avec ça, à le cacher ou à le dire, c'est totalement ouvert avec ça, totalement envisageable et totalement possible, totalement possible. Alors, on est actuellement à 25 minutes de podcast. Merci encore à tous pour ceux qui sont là. Merci à tous pour l'écoute. J'espère que pour l'instant, je réponds bien aux questions, que le podcast est plaisant, on va dire. J'ai encore à peu près 4 questions qui vont être à traiter, à rentrer un peu dans quelques détails. Bon, je pense que le podcast est largement pas encore fini. Alors, pas forcément les 4 questions à rentrer dans les détails, mais en tout cas des questions qui vont, je pense, aider pas mal de monde, même si je pense avoir déjà traité le sujet, c'est toujours une très bonne chose. N'hésite pas à t'abonner si tu es sur YouTube et n'hésite pas à mettre les 5 étoiles si tu es sur Spotify. Je profite à peu près à la moitié du podcast, ou peut-être un petit peu aux 3/4 pour le dire. Si jamais tu as un peu avancé rapide au début quand je parlais trop, donc je pense à le dire maintenant. Alors, question suivante du coup de Jordan, c'est: salut, faut-il augmenter les calories durant une PDM? À quelle fréquence? Sur quoi se baser? À quelle fréquence du coup? Sur quoi se baser? Merci Flo. Merci Jordan du coup pour la question. Alors, je pense déjà avoir parlé pas mal du sujet, même faire des réels là-dessus, mais c'est toujours intéressant de le redire, surtout s'il y a pas mal de nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur YouTube et peut-être potentiellement sur le podcast. Alors, est-ce qu'il faut augmenter les calories durant une prise de masse? En soi, ça dépend. Il faut chercher à augmenter les calories sur une prise de masse. Okay, si ton poids il stagne, que potentiellement tes perfs stagnent et ton physique il ne bouge pas forcément, tu vas chercher à augmenter les calories sur une prise de masse. On veut justement quand même prendre du poids sur une prise de masse, mais ça ne veut pas forcément dire que les calories ont besoin à tout prix d'être augmentées. Tu partiras jamais normalement d'une base qui ne sera la même du début à la fin. Parce que tout simplement, au début, tu seras plus en fait, au début de ta prise de masse, quasiment un peu sur un maintien léger surplus. Donc le poids va monter jusqu'à un certain point où tu vas commencer à sentir beaucoup plus de faim, un peu plus de fatigue, plus de difficultés à l'entraînement. Et généralement, ça se traduit souvent par un poids du corps qui est plus bas sur la moyenne de la semaine. Sur la moyenne de la semaine, pas forcément par jour. Donc là, ça peut être intéressant de se dire, ok, là, on voit que le physique, il a largement encore besoin de calories. On peut y aller, tu es encore bien sec, on a encore une bonne visibilité sur pas mal de choses. L'ischio, les quadriceps, la sangle en général, même au niveau des dentelés et des obliques. On envoie les calories. Donc là, tu augmentes les calories. Un ajout de 150, 175 calories est une bonne chose. Donc jour on, jour off, vraiment sur ta moyenne, avec des glucides et des lipides. Tant que tes protéines sont encore assez hautes et que tes glucides ne se rapprochent pas trop de tes protéines en termes de... que tu as toujours assez de protéines de type animal, voilà, reste sur les glucides et les lipides. Et comme j'ai pu dire, du coup, la fréquence, on ne peut pas la définir à l'avance. Elle dépendra vraiment de toi. Plus tu vas t'entraîner de façon intensive, avec un bon repos, avec un volume adapté, plus potentiellement tu auras des montées des calories qui seront fréquentes parce que tout simplement, en fait, derrière, le corps aura besoin de carburant pour suivre. Que tu vas faire du muscle, et évidemment, faire du muscle, ça consomme. Et consommer des calories, ça va faire descendre ton poids, te donner plus de fatigue, etc. Donc la fréquence, on ne peut pas savoir sur quoi se baser. Ça dépendra, comme j'ai pu dire, de pas mal de choses. C'est pour ça qu'avoir un œil extérieur, là, ça peut être très intéressant. Est-ce que le physique, alors, il est extrêmement voilé? Est-ce qu'on a toujours une bonne visibilité en général sur la sangle? C'est pas parce que le poids descend que forcément
il faut monter les calories. Ça peut être bien des fois d'avoir une phase où tu es plus sur un espèce de maintien recompe, donc une recompe dans la prise de masse. C'est déjà certaines choses que j'ai pu mettre en place et ça marche bien aussi. Ça permet de se dire, ok, ben, souvent quand tu arrives plus ou moins au peak bulk, là, il n'y a plus forcément besoin de monter les calories. Le poids monte plus doucement, 100 grammes, 150 grammes, des fois même il redescend. Mais par contre, en fait, tu es quand même extrêmement fort à l'entraînement et ça ne veut pas forcément dire que tu ne fais pas de muscle. Des fois, un poids qui descend, ça peut pas, c'est pas forcément, enfin, c'est pas du coup du muscle qui a été perdu, c'est plus du body fat qui a été perdu et du muscle qui a été construit. Et comme on a pu dire, bah, ça pèse un peu moins lourd. Donc automatiquement, visuellement, ça ne changera pas forcément quelque chose. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à looker un peu plus lean. Commencer à avoir semaine après semaine, même avec la même lumière, plus de visibilité sur les abdos, peut-être les quadriceps un peu, le haut de la cuisse, les dentelés, etc. Donc là, ça peut être aussi intéressant de ne pas forcément bouger les calories. Il y a extrêmement beaucoup de choses des fois à regarder. C'est pas simplement ok, le poids descend, je monte les calories. C'est vraiment regarder un peu les performances, regarder comment tu te sens, regarder comment tu es niveau fatigue, regarder comment tu es niveau récupération, est-ce que tu arrives à bien récupérer ou pas, regarder comment tu es niveau satiété. Voilà. Donc la fréquence, comme j'ai pu dire, pas forcément. Tu peux pas le savoir à l'avance. Tu pourras jamais savoir à l'avance quand tu vas devoir monter les calories. Tu peux avoir une durée de prise de masse plus ou moins prévue, même si elle n'est pas forcément fixe. Souvent, tu peux aller plus loin. Voilà, pas forcément moins loin, mais plus loin potentiellement que ce que tu as prévu. Mais voilà, se baser sur le physique, se baser sur les perfs, se baser sur la récupération, se baser sur l'entraînement, comment est-ce que tu progresses, etc. Et bien sûr aussi se baser sur le physique. Ça reste quand même assez important. Donc voilà comment tu augmenterais les calories durant une prise de masse. Ça paraît simple comme ça dit, mais au final, ça demandera quand même pas mal de réflexion, d'analyse, être certain de bien se poser, d'analyser correctement le physique. Mais voilà, je pense avoir répondu pas mal à la question. Donc merci encore pour la question et j'espère avoir pu aider un maximum de monde, bien sûr. Pour la avant-dernière question, je ne sais pas exactement la combienième c'est, mais en tout cas, c'est la troisième avant la fin. La question, c'est du coup rowing halter, rowing banc incliné halter, rowing planche, lequel choisir, quand et pourquoi. Alors déjà, le rowing banc incliné halter et un rowing planche est plus ou moins similaire d'un point de vue que ton buste il sera maintenu. Ton buste sera maintenu. La seule chose que tu vas avoir, c'est que en mettant avec un banc légèrement incliné, tu auras potentiellement peut-être plus de chance. Alors de toute façon, tu auras les coudes assez ouverts de cibler le haut du dos, donc plus upper back, parce que avoir les coudes trop proches, vraiment collés, ça va être compliqué avec des haltères sur un banc. Une planche, tu auras la possibilité peut-être, si la machine est bien faite, d'avoir les coudes un peu plus proches. Mais ça n'empêchera pas que tu seras quand même sur le upper back, puisque tu viendras vraiment bien resserrer aussi le haut du dos. Mais tu peux très bien avoir les deux en fait dans la prog. C'est un peu comme c'est un peu comme au final, si tu vois la machine Prime qui est un peu comme un haltère incliné, donc tu es couché sur le banc en avant et tu ramènes vers le haut. Et tu peux très bien avoir dans ta prog après, par exemple, un chest supported où tu es assis. Potentiellement, ça se ressemble, mais au final, tu peux revoir un peu le placement surtout des coudes. Plus tu seras sur un banc qui est incliné, vraiment avec un banc, plus tes coudes seront loin du corps, parce que sinon tes haltères vont cogner, et plus tu seras sur une chaise supported assis, plus tu pourras avoir les coudes un peu plus proches du corps. Donc, viser une partie upper back, rhomboïde, etc., légèrement différente, un peu grand dorsal aussi. Maintenant, le rowing halter, j'en ai pas parlé, parce qu'un rowing halter, c'est comme un rowing bar, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir d'un point de vue déjà stabilité. Tu auras aussi beaucoup plus de bas du dos qui va rentrer en compte, plus de stabilité aussi, qui va rentrer en compte, donc tu en auras moins que si tu es par exemple sur un banc. Et d'un point de vue aussi chaîne postérieure, ce sera beaucoup plus intéressant comparé à la planche ou du coup l'incliné halter qui lui va justement te protéger le bas du dos, protéger dans le sens où tu seras stable, alors qu'un rowing aux haltères, tu ne seras pas vraiment stable puisque tu seras vraiment dans le vide. Donc là, ça peut être intéressant alors ça peut très bien être intéressant d'avoir dans la prog un rowing aux haltères et un rowing incliné halter ou un rowing planche, parce que tu pourras cibler différemment et beaucoup plus te focaliser sur le dos avec un rowing planche ou un rowing sur buste soutenu, quoi, en gros, plutôt qu'un rowing aux haltères où là, effectivement, oui, tout ce qui est vraiment grand dorsal, rhomboïde, upper back, va vraiment rentrer en compte, également les lombaires, mais aussi et surtout la chaîne postérieure, du fait que la charge, on veut justement être un petit peu bourrin ce genre d'exercice, tu vois.
On veut un peu partir vers l'avant, avoir un espèce de semi-tirage rowing et RDL, tu vois, du fait que tu pars un peu dans les genoux, etc. Et c'est ce qu'on cherche. Donc lequel choisir, ça dépend de ta prog, ça dépend de ce que tu as ciblé, ça dépend de la stabilité que tu souhaites avoir, ça dépend si tu veux mettre du volume beaucoup aussi ou pas sur ta chaîne postérieure. Ça dépendra de tout ce que je t'ai dit là pour le choisir, en fait. C'est vraiment ça dans ta prog. Mais ça peut être intéressant d'avoir les trois. D'avoir par exemple un qui est plus sur une chaîne, un travail de chaîne postérieure, donc par exemple un density day ou alors du coup un entraînement, enfin une séance qui mélange le pull et le legs, et avoir un autre qui est plus, ou deux autres qui sont plus dans une séance qui est vraiment axée pull. Axée pull, là tu vas pouvoir te permettre d'avoir un peu plus de bas du dos, d'avoir un peu plus d'ischio, et peut-être une séance ischio dos, où là tu as déjà pas mal d'ischio avec un leg curl assis ou un leg curl couché et un soulevé de terre, où là tu peux rester sur quelque chose de plus buste soutenu. Ou alors même mettre un rowing aux haltères, hein. Avoir un rowing aux haltères et un soulevé de terre dans la même séance, en soi c'est possible. C'est juste que ça va mettre vraiment une grosse tension. Si tu as la récupération derrière et que tu es fort pour le faire, il n'y a aucun souci. C'est même totalement possible. Allez, on y est, on arrive sur l'avant-dernière question du podcast. Yo Flo, j'espère que ça va. Comment gères-tu ton temps en tant que coach entrepreneur? Alors du coup, cette question est posée par Max. Max, c'est une personne avec qui je collabore depuis un bon moment maintenant, plusieurs années. Merci du coup pour la question, Max. J'espère que toi, ça va, comme j'ai pu dire, parce que là actuellement, pour situer, avec Max, on prépare la WNBF Belgique. Donc là, au moment où je tourne le podcast, c'est à moins de 2 semaines. Il reste une semaine, et quasi 2 semaines au final, au moment où on tourne le podcast. Donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir le voir sur scène et d'être à cette compétition, qui sera la première. Voilà, parenthèse du podcast. Merci encore pour la question. Alors, comment je gère mon temps en tant que coach entrepreneur? Je gère mon temps de la façon à ce que je puisse être le plus productif possible et avoir la meilleure récupération possible. Parce que se rappeler que, comme j'ai pu dire un peu au début du podcast, il reste important pour moi, c'est ma passion. Ma passion, c'est vraiment le bodybuilding. C'est pas que m'entraîner, c'est vraiment coacher des gens, les faire progresser, créer du contenu pour que je puisse aider des gens. Tout regroupe ma passion. Donc mon but, c'est d'avoir du temps pour ça. Mais, et c'est quelque chose que j'ai un peu négligé par le passé, avoir du temps aussi pour moi. Passer du temps pour moi, passer du temps avec Ophélie, passer du temps un peu en jour de repos, etc. Et réellement avoir aussi du repos. Ça, c'est très important. Donc en fait, je crois que j'en ai parlé dans le tout premier podcast que j'ai fait. Mon temps, il est vraiment géré pour que je me lève le matin. Alors actuellement, la routine, elle est un petit peu différente parce que mes calories sont un peu plus basses. Pour situer un peu la routine, en jour d'entraînement, je vais me lever à peu près vers 6h. 6h30 après comme ça, je vais me lever et quasiment attaquer dans la foulée presque directement après avoir bu un petit peu d'eau les bilans. Donc j'ai une partie à peu près de, allez, on va dire 6h45, 6h30, 6h45 jusqu'à quasiment 8h. Donc une bonne partie une partie qui est faite à ce moment-là, qui est à peu près la moitié, on va dire, de la journée. J'ai ensuite le petit déjeuner, que là je partage avec Ophélie du coup, on prend le temps, etc. un petit peu pour le petit déjeuner. Je repars sur les bilans à peu près vers 8h15, 8h30 pour finir tout ce qui reste à peu près jusqu'à 10h, 10h15. À partir de là, c'est là que généralement on va faire des steps. Donc des steps pour commencer les steps de la journée, s'aérer aussi un petit peu. Préparation du pré-workout. Entraînement à peu près dans la foulée, hein, le temps de digérer un petit peu. Quand je rentre, s'il y a encore des bilans par exemple à faire, je les fais. Ou alors je bosse sur la publication du soir sur YouTube. Sur Instagram, tourner le podcast par exemple si jamais, filmer pour YouTube ou alors créer du contenu en soi, tout simplement. Ensuite, c'est préparation du repas, step ensuite, après ça. Dernier repas qui est, on va dire, dessert, voire dernière collation, on va dire. Et ensuite, c'est coucher, etc., etc. Quand c'est les jours off, ça dépend s'il y a des jours où il y a des bilans qui sont là ou pas, mais ça se ressemble plus ou moins. C'est juste que j'ai un peu plus de temps l'après-midi généralement. Donc c'est là que je place par exemple des calls par exemple avec de nouveaux clients pour expliquer un peu comment je travaille, ou alors que je tourne aussi le podcast si jamais, ou alors que je réfléchis à des idées, je tourne, etc. Tout est vraiment réfléchi, comme j'ai pu dire, pour avoir le temps de faire du contenu et jamais que les choses soient bâclées. Donc surtout pas bâcler par exemple les retours avec les personnes avec qui je travaille. Je trouve ça très important et je préfère prendre le temps et vraiment être certain que tout soit bien fait. Donc généralement, je fais aussi en sorte d'avoir minimum 8 bonnes heures de sommeil. Donc je suis levé entre 6h15 et 6h30 et généralement je suis au lit vers
21h15, allez 21h30 grand maximum. Et je dors plutôt bien en ce moment, donc il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc voilà vraiment comment je gère mon temps. Quand c'est un jour qui est dédié au bilan, et selon les jours que j'ai mis en place, par exemple dans la semaine, je vais généralement pas prévoir autre chose qui va me prendre du temps pour devoir décaler ou quoi que ce soit. Je préfère les faire à ce moment-là, être en sorte. Donc même si par exemple il y a un déplacement prévu ou quoi que ce soit, je m'arrange pour partir soit un jour avant, un jour par exemple où j'ai pas de bilan, où je suis vraiment sûr de ne pas devoir le faire à l'arrache dans un aéroport ou j'en sais rien, ou alors je me lève plus tôt pour les faire et partir ensuite. Voilà principalement ce qui est le plus important. Et pareil pour la séance. Quand c'est un jour où la séance est prévue, comme dit, généralement actuellement je m'entraîne après vers 12h30, 13h jusqu'à le temps de prendre la collation, etc. à 15h. Puis après la collation 15h30, voire même 16h des fois. Là, je dédie ce temps-là à ça. Pas de bilan à ce moment-là, pas forcément sur le téléphone, pas de rendez-vous, je ne sais pas quoi à ce moment-là. Les heures sont les heures. C'est un peu comme quand, peu importe. Au final, je travaille comme un salarié. Au final, j'ai mes horaires, j'ai mes heures de travail, et voilà comment je gère mon temps. Donc si de toute façon tu veux réussir dans un business, il faut dédier du temps. Il faut dédier du temps aux personnes, il faut dédier du temps à ton activité, il faut dédier du temps à toi-même si jamais. Il faut vraiment avoir une plage qui est dédiée, une plage horaire qui est dédiée à ça. Et surtout des journées qui sont les plus identiques possibles pour que ce soit le plus simple possible pour toi de dire ok, j'ai pas besoin de réfléchir, je sais que je dois faire ça, je sais que je dois faire ça. Et je sais que voilà ce qui est prévu dans ma journée. Donc si jamais aussi tu n'as pas forcément ce truc-là, c'est pouvoir aussi faire ta journée type, par exemple la veille. Moi, je faisais ça aussi souvent, journée type la veille où vraiment j'écrivais, je sais que j'aurais ça à cette heure-ci, parce que quand tu te lèves pas à la même heure, te couches pas à la même heure, alors il y en a certains, ça va leur réussir, hein, mais durer dans le temps comme ça, c'est pas forcément top et les gens s'en rendent compte quand tu bâcles les retours, tu es tout le temps en vacances parce qu'au final, tu n'as aucune organisation. Tu es tout le temps stressé, etc. Et c'est pas forcément top et tu n'arrives rien à créer. Tu fais du surplace et au bout d'un moment, tu abandonnes. Et pour pouvoir durer, réussir, il faut pouvoir avoir une organisation et une entreprise ou un business, bref, potentiellement qui est périn. Et pour être périn, il faut toujours pouvoir se réinventer si besoin, prendre le temps de réfléchir aussi à comment se réinventer et comment être plus performant. Et pour ça, il faut du temps. Okay, c'est pas juste avoir des clients. Il faut faire à côté aussi un job pour être visible sur les réseaux, que ce soit sur YouTube. Donc, il faut aussi avoir du temps pour faire des vidéos YouTube, des réels, les monter, les tourner, ou même ne serait-ce que expliquer si tu es un monteur, à quoi tu veux que ça ressemble, etc. Il faut toujours un peu du temps. Il ne faut pas se dire que tout ton temps doit être dédié à ton activité. Il faut aussi voir ce qu'il y a autour et ce qui te passionne. Et si tu as d'autres sports, par exemple, qui te passionnent, avoir du temps aussi pour ça, sans que ça empiète sur la qualité de ton travail. Ça, c'est très important. Travailler avec des personnes et potentiellement plus de personnes, oui, mais si ça dégrade la qualité, non. Il faut vraiment être certain que la qualité reste bien et que tu sois capable de toujours continuer à faire un bon job et travailler correctement avec les personnes avec qui tu travailles. Ça, c'est très important selon moi. Et dernière question, ton avis sur la mode athlète hybride? Alors, je ne sais pas si c'est une mode. C'est vrai qu'on en entend parler ces derniers temps. Je pense que ça existe depuis un moment. Ça a été popularisé, je crois, pas mal par Bazinga, qui a pas mal de visibilité, puis pas mal de gens l'ont suivi. On disait aussi qu'au début, c'était une mode, le bodybuilding, mais finalement, ça dure. On disait aussi que c'était une mode, le crossfit, mais finalement, ça dure. On disait aussi que c'était une mode, le power, mais finalement, ça dure aussi. Donc, potentiellement, athlète hybride, ça va durer. Et tant mieux si ça dure, hein, ça fait du travail pour certaines personnes. Il y a des coachs qui sont, alors je sais pas s'ils sont diplômés, mais en tout cas qui aident les gens pour ça. Ça ouvre les champs des possibilités pour des personnes peut-être qui étaient bloquées que dans une chose et qui se sentaient un peu restreints. Donc tant mieux pour eux. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que ça plaît à certaines personnes. Ça me plaît pas spécialement à moi parce que, comme j'ai pu dire, moi, mon objectif, c'est le bodybuilding. Donc, pour être fort dans le bodybuilding, il faut se concentrer que sur le bodybuilding, pas courir, pas faire je sais pas quoi. Mais du moment que ça ne vient pas empiéter, comme j'ai pu dire, la musculation, le bodybuilding en général, qu'il n'y ait pas des conseils qui soient donnés, par exemple, de ces personnes-là, ou de ces coachs-là, bref, j'en sais rien. D'un point de vue hypertrophie, d'un point de vue bodybuilding, d'un point de vue compétition, j'ai aucun problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. Si les personnes qui font ça sont épanouies là-dedans, se sentent progresser là-dedans, se sentent heureuses, il n'y a aucun problème avec ça. Je suis totalement ouvert à ça. C'est pas quelque chose que je ferais. Je ne coacherai pas des personnes pour ça, c'est certain, mais c'est pas forcément quelque chose que je trouve inutile.
Voilà, c'est juste que ça regroupe plusieurs compétences. Quand tu fais plusieurs choses à la fois, tu ne seras jamais bon dans toutes ces choses-là, où tu peux juste être bon, mais si vraiment tu souhaites être excellent, il faut se concentrer vraiment sur une chose au maximum pour être excellent là-dedans. Donc voilà juste mon point de vue. Mais c'est une très bonne chose. Ça permet, comme j'ai pu dire, de faire vivre des personnes, rendre des personnes heureuses, joyeuses, etc. Donc c'est tant mieux pour ça. Je pense que c'est le plus important. On arrive à la fin du podcast, au-delà des entraînements. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous pour l'écoute. J'espère que le podcast a plu. On a un podcast qui est encore pas mal long. Plus ça avance, plus le podcast, pas forcément le plus long, mais plus ou moins dans ces 50 minutes-là, à peu près 45-50. Je trouve que le format est bien. Le format est suffisant à peu près à ce moment-là. Ça me permet aussi de réussir à le gérer, parce que quand tu parles tout seul comme ça pendant quasiment 1 heure, au niveau de la voix, au niveau des cordes vocales, au niveau de tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, désolé si des fois il y a un peu plus soit de fatigue, soit de bruit de bouche, etc. C'est un peu plus compliqué, bien sûr. J'essaie de boire quand même au maximum, mais essayer de pas trop couper non plus, pour pas que ce soit non plus trop de montage, etc. à faire, et que ça reste le plus naturel possible. Donc voilà pour ce podcast-là. Merci à tous pour l'écoute. Comme j'ai pu dire, si tu es sur Spotify, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. S'il y a un sondage, réponds au sondage. Je ne sais pas si je mettrai un sondage ou pas. Je vais voir. J'ai peut-être une idée, je le mettrai. N'hésite pas à mettre les 5 étoiles si jamais. Si tu es sur YouTube, merci encore de ton écoute. Le petit pouce bleu, l'abonnement si jamais tu n'es pas abonné, le petit commentaire. Il va y avoir à la suite, du coup, là, les potentiellement dernières vidéos que j'ai faites. Suis-moi si jamais aussi pour la partie vlog qui arrive. Suis-moi sur Instagram également. Merci encore pour l'écoute et à très vite. Ciao tout le monde.